Je pense qu'on va pouvoir démarrer ce dernier webinaire de l'ARB de l'année, avant d'attaquer la période estivale et les congés bien mérités. Alors peut-être que déjà certains sont en congé. Alors, ce webinaire qui va traiter des financements en faveur de la biodiversité en Occitanie. On va avoir pour nous parler de tous ces financements pas mal de personnes avec quand même un ordre du jour assez chargé, une présentation assez chargée, puisqu'on va avoir à la fois l'ARB qui va intervenir, l'Office français de la biodiversité, la région, la DREAL, les deux agences de l'eau qui nous présenteront donc leurs différents financements. Bien évidemment, il y aura des séances de questions. Donc, comme je vous l'indiquais au préalable, vous pouvez poser vos questions dans le chat puisque vos micros sont coupés. Il y a un onglet discussion qui se trouve en bas, au milieu de la page, en bas. Voilà, si vous cliquez dessus, vous pouvez poser vos questions et on y répondra par la suite. On posera les questions directement aux intervenants. Et pour clôturer, on aura une interview d'une collectivité voilà, qui nous donnera son expérience vis-à-vis des financements et des projets qu'elle a pu financer. Donc, on est parti pour 1 h 30 voilà, avec vous. On va commencer ce qu'on aime bien faire maintenant par un petit chiffre du mois. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ces chiffres, on les retrouve grâce à l'Observatoire régional de la biodiversité, l'ORB, qui est animé par l'ARB Occitanie, Violaine Mélier. Et donc, un chiffre qui nous dit, en gros, depuis une vingtaine d'années maintenant, les rapaces menacés, donc ces 5 espèces qui ont été suivies, ont une augmentation moyenne de croissance de population de 8% par an. Donc, on est sur une bonne nouvelle et tout ça a été permis, bien évidemment, par le fait qu'il y a des financements publics pour, abonder à la protection de ces espèces, et notamment dans le cadre de plans nationaux d'action des PNA. Donc, on se disait que ce chiffre allait bien avec la thématique d'aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que quand on apporte des financements sur la biodiversité, eh bien, finalement, les résultats sont là, ce qui est plutôt positif. Si vous voulez voir d'autres indicateurs de l'Observatoire régional de la biodiversité, il y en a 6 nouveaux qui sont sortis il y a quelques mois sur différents groupes taxonomiques. Vous aurez les liens, c'est en haut à droite là, de la slide, pour pouvoir y accéder. Et tout ça se trouve sur le site internet de l'ARB. Alors, avant de passer la parole au premier intervenant, à savoir Simon Woodsworth, qui est directeur de l'ARB Occitanie, j'ai oublié quand même de me présenter. Donc, pour ma part, c'est Pierre Biozen, j'animerai le webinaire et je suis à l'ARB Occitanie. Il y a aussi Cécile Bedel, que vous ne voyez pas, mais voilà. Cécile, si tu veux te présenter. Donc Cécile Bedel, ARB Occitanie également sur le site de Toulouse, et je m'occupe essentiellement du déploiement de territoires engagés pour la nature sur la région, ainsi que de l'animation du comité des financeurs de la biodiversité. Donc, la transition va être parfaite puisqu'on va parler comité des financeurs avec Simon, et Cécile sera là aussi pour m'aider à prendre toutes les questions qui vont arriver dans la discussion. Donc, Cécile, n'hésite pas s'il y a des choses que je zappe pour que je puisse poser la question aux intervenants. Allez, Simon, à toi pour nous présenter du coup le comité des financeurs. Très bien, merci Pierre. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? C'est parfait. Ok, Voilà. super. Une brève introduction. D'abord, bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de voir que vous êtes, voilà, Pierre l'avait annoncé, une centaine de participants. Donc ça y est, je vois on a passé la barre des 100 participants connectés. Donc déjà, ravis de cette session de nos webinaires dédiés au financement. Ça faisait un petit moment qu'on avait envie de dédier une de ces sessions de nos webinaires sur ce sujet manifeste. Pourquoi je mentionne notamment ça? C'est parce que le sujet des financements, c'est un des sujets qui a présidé à la création de l'ARB. Il y avait quelques grands sujets qui ressortaient à échelle régionale lors de notre préfiguration, qui a duré entre globalement 2016 et 2018. Et le sujet des financements était un des sujets majeurs, un des 3 principaux, qui devait justement participer à mettre en cohérence, en convergence les financements publics et les stratégies, appels à projets divers et variés des différents, notamment bailleurs publics en matière de biodiversité en Occitanie. L'ARB, sur la base de ces constats-là, de ces attentes qui avaient été exprimées lors de cette préfiguration, dans ses statuts, a effectivement intégré un comité des financeurs qui est formé des 5 principaux bailleurs publics de la biodiversité en Occitanie, c'est-à-dire la région, les services de l'État, l'OFB, les agences de l'eau du territoire régional, donc l'agence de l'eau RMC, l'agence de l'eau Adour-Garonne,
et donc la RB Occitanie en secrétariat exécutif de ce comité des financeurs. L'année suivante, 2019, c'est la mise en œuvre, effectivement, la mise en route de la RB Occitanie, avec aussi en novembre la signature d'un partenariat entre ces 5 plus 1 structure, donc ces 6 structures avec la RB Occitanie. 2 grands objectifs, contribuer mutuellement au dispositif financier des uns et des autres, et puis participer à cette convergence, cette mise en cohérence des financements régionaux de la biodiversité. Donc c'est un peu le 1 pour tous, tous pour la biodiversité, hein, ce comité des financeurs, avec différents outils et modalités de financement, une plateforme pour partager des informations, avec un premier état des lieux qui a été dressé pour justement participer à une meilleure identification de ce qui manque, ne pas laisser une thématique ou des secteurs géographiques orphelins, et puis des modalités de financement différenciées. Avec le temps, on a chiadé les choses, et puis on a commencé à distinguer différents niveaux d'intervention. Un comité des financeurs niveau directeur, avec 2-3 réunions par an pour travailler notamment sur les orientations, et puis un groupe de travail qui s'est réuni à plusieurs reprises depuis 2021. C'est plus de 13 réunions conjointes qui se sont réunies sur du coup les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt, avec des choses aussi importantes que le déploiement de l'initiative ABC par exemple pour l'OFB, les appels à projets des agences de l'eau. Pour la région, c'est l'appel à projet connaissance notamment, mais pas que. On a travaillé aussi sur la désimperméabilisation, on a travaillé sur la valorisation des milieux aquatiques dans les milieux urbains. Dernière slide de cette introduction, de ce point-là, sur ces réalisations, c'est tout ce qui concerne la concrétisation de ce à quoi finalement a abouti le travail du comité des financeurs. Tout d'abord, autour de France Relance, le plan de relance, 64 dossiers qui ont été rendus possibles, éligibles, avec justement ce travail en concert des différentes institutions de ce comité des financeurs. Le travail de coordination mené par l'ARB autour de la candidature Occitanie au Life Biodifrance, qu'on avait appelé jusque-là le Life Stratégique Nature, dit Life SN, qui est en bonne voie. Voilà, on a eu un accord de principe de la Commission européenne. Désormais, le consortium doit être validé, mais en tout cas, on a bien des initiatives partagées dans ce cadre-là, une maquette régionale qui est portée par l'ARB avec certains concepts qui ont été travaillés collectivement, comme par exemple la proposition de l'ARB Occitanie de travailler sur une notion de conseiller en écologie partagée qui a été échangée donc avec les membres du comité des financeurs. Et puis une organisation coordonnée très récente autour du Fonds vert. L'Adréal va approfondir ce point tout à l'heure, pour des mesures centrées sur la biodiversité ou des mesures pour lesquelles la biodiversité peut émerger, doit participer à culturer et à faire monter la biodiversité dans d'autres thématiques, comme par exemple celle de la renaturation des villes et des villages. Dernière slide, et je m'en tiendrai là, c'est un certain nombre de rendez-vous qui ne sont à pas manquer à l'échelle européenne. Pourquoi ? Parce qu'il faut le savoir, depuis 2019, fin 2019, on a une initiative à l'échelle communautaire qui est tout à fait inédite dans son ambition, le Green Deal. C'est plus de 1000 milliards d'euros d'ici 2050 qui seront dédiés à la transition environnementale au sens large, avec notamment des postes de dépenses sur le climat, biodiversité, environnement, avec notamment plus de 500 milliards d'euros directement au budget européen à travers la PAC, la politique de cohésion, Horizon 2020, etc. Mais des mois à venir qui sont vraiment déterminants devant nous, et je voulais vraiment souligner ce point. On est dans un contexte pas facile à l'échelle européenne, où on a une demande de pas mal de pays, notamment du pays de l'Est de la zone européenne, qui demande une pause sur la mise en œuvre du pacte vert qui a été porté par la Commission environnementale. Un rejet tout récent, le 27 juin dernier, par la Commission environnement du projet de loi restauration, avec un vote au Parlement européen qui doit intervenir très prochainement, mais qui part mal, puisque déjà on a un rejet, en tout cas il n'y a pas une de majorité qui s'est formée, c'était une égalité entre les voix pour et les voix contre sur ce projet de loi européen restauration. Les prochaines élections européennes en juin 2024, avec évidemment tout l'enjeu politique qui est derrière et sur la place qu'on peut donner à la biodiversité à l'échelle communautaire. Et puis, je l'ai souligné notamment dans cette slide, la préparation du bilan de la programmation de cette période 2021-2027, avec la préparation bien sûr du post-2027 qui centralisera beaucoup d'enjeux. Et donc une implication forte en Occitanie, en tout cas de l'Occitanie,
Auprès des réseaux européens et de la Commission européenne, 2 points que je voulais citer, l'implication déjà de l'Occitanie auprès de régions de France et du réseau européen de la conférence environnementale des régions d'Europe. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est à avoir en tête. L'Occitanie est très présente dans les réseaux nationaux ou européens pour faire valoir la place de la biodiversité dans les politiques régionales en Europe. Et puis, un lien direct qui est en train de s'établir effectivement avec la Commission européenne, puisqu'on a un appel du pied direct de la Commission européenne pour participer justement à l'élaboration du futur cadre, qu'il soit réglementaire ou financier, pour les pays membres. Voilà, donc des choses dans lesquelles on est très content de s'insérer parce qu'on se dit qu'il y a vraiment un enjeu très important. Voilà, je m'en tiendrai là. Alors Eh peut-être bien, une mention, parce que sinon je sais que Pierre va me reprendre. Simplement dire que toutes les informations, vu qu'on est voilà, dans le cadre de l'ARB Occitanie, sont sur le site de l'ARB Occitanie, avec donc le site de l'ARB, arb-occitanie.fr. Dans la section « Être accompagné », vous avez un onglet « Être financé », les outils financiers. Et donc, voilà, un site qui est à votre disposition pour toutes les informations qui concernent les financements. Je fais un peu de teasing. Cette semaine-ci devrait être mise en ligne notre nouveau site Internet. Donc, voilà, n'hésitez pas, ça fait une deuxième bonne raison d'aller regarder ce qui se passe sur notre site Internet. merci Simon donc, pour tous ces éléments. Donc, on a parlé à la fois comité des financeurs et aussi du coup plus large à l'échelle européenne. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions, donc on a un temps de questions là après les 2 interventions à la fois de Stéphane et de Mathilde. Du coup, on va passer en revue les différents financements du comité des financeurs et on va commencer par l'OFB et Stéphane Lefebvre, qui est chef du service appui aux acteurs et mobilisation des territoires. Écoute Stéphane, je te laisse présenter les différents financements. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci Pierre. Vous m'entendez bien? C'est parfait. Alors, merci. On enchaîne directement sur la diapo suivante. Donc, on va faire des focus. Je précise que l'OFB ne se résume pas à ces 2 petits focus que nous allons faire aujourd'hui. Donc, un premier concernant l'appel à projet de l'OFB sur les atlas de la biodiversité communale ABC. On vous a mis un lien pour pouvoir aller fouiller un peu plus par la suite le contenu de ces appels à projets. Globalement, les objectifs, c'est d'améliorer la connaissance de la biodiversité dans les territoires, de sensibiliser et impliquer les acteurs locaux. Alors, c'est très large, c'est-à-dire que ça va des élus, les techniciens, les administrés, les scolaires, les socioprofessionnels qui sont dans les territoires, aux enjeux de préservation de la biodiversité. Et in fine, il s'agit d'établir des outils d'aide à la décision, soit pour des règles d'urbanisme, soit pour de la gestion des espaces publics, etc. Les porteurs de projets qui sont éligibles à cet appel sont les communes, les intercommunalités, les agglomérations. Les actions éligibles vont du recueil de données naturalistes avec des professionnels issus du tissu associatif ou des bureaux d'études, des opérations de sensibilisation menées pour entraîner l'ensemble des administrés sur ces sujets de sensibilisation à la biodiversité, et tout ce qui est production d'outils d'aide à la décision, notamment tous les aspects cartographiques. Croisement, par exemple, avec les plans locaux d'urbanisme. La fréquence et les fonds qui sont alloués à cet appel à projet, donc il est annuel depuis 2017. Le fonds de dotation, il est variable entre 1,5 million d'euros et 5 millions d'euros par an. Donc ça, c'est à l'échelle nationale. Et globalement, en Occitanie, revient de l'ordre de 8 à 10% de ce montant national chaque année. Le taux d'intervention de l'OFB, il est à 80% maximum des dépenses éligibles. Il faut donc trouver une part d'autofinancement. Les dépenses éligibles, il y a par exemple hors emploi permanent dans les collectivités qui ne sont pas éligibles à ces dépenses. Et en 2023, le plafond par projet était fixé à 250 000 euros. Juste ajouter aussi ici qu'en termes d'autofinancement, pour les collectivités qui sont concernées par la dotation biodiversité dès lors que leur territoire est en site Natura 2000 ou dans l'emprise d'un parc naturel régional, ça peut être le refléchage de cette dotation qui arrive par les canaux de la DREAL, de pouvoir alimenter une part de l'autofinancement du projet d'ABC. En termes de cofinancement, c'est évidemment possible, mais à ce stade, nous n'avons pas identifié de croisement automatique pour pouvoir déployer, démultiplier le nombre d'atlas qu'on peut mettre en œuvre sur la région. Diapositive suivante, s'il te plaît, Pierre. Donc, un deuxième focus qu'on avait choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est celui qui concerne les aires marines ou terrestres éducatives, les AME ou ATE.
pareil, vous aurez un lien pour pouvoir aller un peu plus loin par la suite. Donc là, on s'adresse plutôt à un public scolaire, mais pas que. En termes d'objectifs, il s'agit d'intégrer les enseignements, dans les enseignements classiques, les enjeux de préservation de la biodiversité, tant qu'à faire des thématiques, autant dénombrer des individus, des plantes ou des insectes, par exemple, ou calculer des surfaces de l'ère éducative. Il s'agit aussi d'impliquer les scolaires dans la gestion de projets, donc d'avoir un éveil là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient impliqués dans le choix de leur aire éducative, mais aussi les activités qu'ils souhaitent y mener, et aussi les modalités de gestion qu'ils souhaitent y mettre en œuvre. Alors évidemment, tout ça, ce n'est pas tout seul. Donc il faut contribuer aussi à leur formation en tant que citoyens par l'éveil à la démocratie participative, donc notamment en organisant des conseils des élèves pour qu'ils puissent débattre et choisir entre eux. Et c'est là où on commence à avoir les acteurs externes, avoir des conseils élargis aux acteurs locaux, dont les collectivités. Et donc, au final, ça permet de faire découvrir les acteurs du territoire aux scolaires et réciproquement aux acteurs du territoire de pouvoir s'imprégner, se sensibiliser aussi aux enjeux de préservation de la biodiversité autour du projet d'aire éducative. En termes de porteurs de projets éligibles, c'est les binômes enseignants référents qui les accompagnent, qui sont éligibles à cet appel à projet. Donc, les référents accompagnants, c'est plutôt les associations naturalistes spécialisées en environnement et développement durable. Et le dispositif, il est ouvert en routine pour les primaires et jusqu'aux collégiens. Et l'année prochaine, on va explorer de le transposer à l'échelle des lycéens. En termes de fréquence et de fonds alloués, c'est aussi un appel à projet annuel. Le fonds de dotation, il est variable. Alors, il est encore tout récent. Les premiers datent de 2021. Donc, avec 600 000 € au départ. Et maintenant, on est sur 1,2 million d'euros en 2023, donc à l'échelle nationale, soit aussi là de l'ordre de 8 à 10% qui reviennent sur le territoire d'Occitanie. Le taux d'intervention, idem, c'est 80% maximum des dépenses éligibles. Donc, il faut aussi trouver une part d'autofinancement à hauteur de 20%. Pour les projets en renouvellement, c'est-à-dire que les aires éducatives, on s'attend à ce qu'elles durent un minimum 3 années. Donc, les projets en renouvellement deuxième et troisième année sont plafonnés pour une aide à 1 600 € et les nouveaux projets qui se lancent dans la démarche, eux, sont plafonnés à 3 200 €. En termes de cofinancement, c'est un peu la même chose que pour les ABC, c'est-à-dire que c'est possible. Sur le site des aires éducatives cité plus haut, vous pourrez trouver des liens pour les cofinancements, mais pour l'instant, il n'y a pas non plus de croisement automatique qui soit identifié à ce jour. Une dernière chose à vous dire avant de passer la parole à Mathilde, c'est que tout ça, ça s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité. En elle-même, c'est un grand défi, cette stratégie, puisqu'il s'agit ni plus ni moins, non pas de sauver la biodiversité ou de préserver la biodiversité juste pour les espèces animales ou végétales, mais derrière, c'est bien tous les services écosystémiques que nous rend la nature et avec lesquels on peut se développer qu'il s'agit de préserver dès à présent et pour l'avenir. Voilà, Mathilde reviendra sans doute sur ces éléments-là avec la déclinaison dans la stratégie régionale biodiversité. Eh bien, merci Stéphane, à la fois pour l'ensemble de ces éléments et la transition, puisque du coup, on va laisser la parole maintenant à Mathilde Pinto, qui est responsable du service biodiversité et territoire à la région. Et Mathilde, je te laisse présenter les différents financements que vous portez. Bonjour à toutes et à tous, merci. Effectivement, et merci Stéphane pour cette belle transition, puisque nous, effectivement, côté région, notre cadre global d'action de la politique publique, c'est la stratégie régionale pour la biodiversité qui a été adoptée donc en mars 2020, qui est une feuille de route dans laquelle nous, région, on s'inscrit vraiment, mais qui était quand même une feuille de route collective et donc notamment, comme le disait Simon tout à l'heure, au sein du comité des financeurs, qui réunit donc DREAL, OFB et les 2 agences de l'eau, on contribue tous à l'échelle de la région à mettre en œuvre cette stratégie. Alors, les dispositifs qui apparaissent là à l'écran, les 6 dispositifs de biodiversité de la région, alors pour certains d'entre vous, peut-être vous les connaissez pour partie. Juste ce que je voulais vous expliquer, c'est que pas plus tard que vendredi dernier, ces dispositifs sont repassés en commission permanente à la région car ils ont fait l'objet de toilettage. Donc, il n'y a pas de grosse révolution, hein, pour ceux qui les connaissent. Vous voyez, il n'y a pas de grosse révolution, mais quand même, on a procédé à quelques ajustements. Alors, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail de tous. Il y en a un, le troisième, que je vous détaillerai un petit peu plus. Je vous dis juste un mot sur chacun, pour ceux notamment qui ne les connaîtraient pas. Donc, l'amélioration des connaissances.
Là, on est vraiment sur un dispositif. Alors, sur les deux premiers, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que sur les deux premiers dispositifs, notre ligne rouge un peu sur ces modalités financières, c'est vraiment d'essayer d'être sur des actions très structurantes à l'échelle régionale. L'enjeu, il est là. Pour nous, on n'a pas un budget complètement exponentiel et on a fait ces choix partagés et portés par nos élus, d'essayer d'optimiser au mieux, de soutenir des actions qui feraient le plus levier à l'échelle de la région. Donc, sur l'amélioration des connaissances, on est vraiment sur des projets de connaissances d'échelle régionale ou ou interdépartementale. Vous voyez, on ne va pas aider des choses trop micro. Et donc là, par écho, je sais encore à l'appel de pied que me faisait Stéphane tout à l'heure concernant les ABC. Voilà. Dans ce cadre-là, par exemple, on ne peut pas soutenir des actions d'ABC, soutenir des ABC. Très clairement, voilà. Si jamais parmi vous, il y avait cette question-là, ce dispositif-là ne permet pas de faire ça. En revanche, donc, il soutient des actions de connaissance et en plus avec une entrée connaissance à visée opérationnelle. C'est la connaissance au service de l'action publique, avec aussi dans nos critères d'instruction des dossiers, des enjeux un peu de diffusion et de valorisation de cette connaissance. C'est vraiment ça à quoi on s'attache. Petite nouveauté pour ceux qui connaissaient ce dispositif, c'est qu'avant on procédait par appel à projet. Dorénavant, ça sera plus des appels à projet. Le dispositif est un dispositif devenu un peu de droit commun, annualisé. Par contre, malgré tout, on aura une date de recevabilité des dossiers, qui sera le 31 mars de l'année N. Donc, entre 1er janvier et 31 mars de l'année N, on reçoit les dossiers. En avril, on instruit et en fonction du budget dont on va disposer, on instruira et on financera les projets. Donc ça, c'est un peu une petite nouveauté par rapport à avant. Le deuxième dispositif, la préservation-restauration de la biodiversité, celui-là, il n'a pas trop bougé. Donc, c'est vraiment toujours l'enjeu à l'échelle régionale. Donc là, pareil, on soutient que des structures, des bénéfices, des porteurs de projets, qui agissent à l'échelle régionale ou interdépartementale pour faire de l'accompagnement, changement de pratique, de prise en compte de la biodiversité et des projets de restauration. Le troisième, je passe, j'en parle après. Le quatrième, la région a donc une convention avec le Conservatoire du littoral et donc on soutient des projets d'aménagement, de gestion de sites du conservatoire, donc sur de la gestion et sur de l'ouverture au public. Donc là, pareil, c'est relativement ciblé et c'est cadré dans le cadre de cette convention. Ensuite, le cinquième, c'est arbres et hors forêt. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais la région anime depuis fin 2019, début 2020, un plan arbre et carbone vivant. Et donc, dans le cadre de ce plan-là, on a un axe fort sur la plantation. Et donc, ce dispositif nous permet de mettre en œuvre ce plan arbre. Et là, pareil, on travaille avec des relais départementaux. Donc, dans tous les départements, il y a des structures. Alors, arbre et paysage, la plupart du temps, ça peut être Agrouf, je sais, dans le Gard. Voilà, on a différentes structures et on s'appuie sur elles et on les finance. On finance ces structures départementales qui, elles, ensuite, après, sont sur le terrain et font les projets de plantation. Et le dernier dispositif qui est nouveau, même si avant on aidait quand même les centres de soins, mais c'était un peu réparti dans un autre dispositif, là on en a fait un à part entière. Ça, c'est une volonté politique du nouveau mandat de la présidente, donc de travailler sur les centres de soins de la faune sauvage, sachant que là-dessus on aide uniquement pour l'instant des actions de fonctionnement de ces centres de soins. On n'ira pas sur l'investissement. Donc là j'étais un peu rapidement, donc je vais revenir un peu sur le troisième. Juste vous dire que vous allez les trouver en ligne. Ces dispositifs devraient être en ligne, j'espère, d'ici fin août, qu'on arrivera à remettre tous ces dispositifs comme il faut sur le site de la région. Et là, vous trouverez tous les détails et toutes les modalités. Alors, sur le dispositif 3, le petit focus préservation-restauration des craintes vertes bleues noires à l'échelle locale. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir soutenir donc à l'échelle, si possible, intercommunale, mais vous voyez dans les bénéficiaires, on a quand même mis les communes si vraiment c'était un projet qui doit être innovant et potentiellement transférable. L'idée, c'est vraiment donc, dans ces intercommunalités, on aide aussi beaucoup dans ce cadre-là les parcs naturels régionaux, c'est pour ça qu'on a mis SM dans ces syndicats de parcs, à pouvoir avoir une vision à cette échelle-là, donc intercommunale, de diagnostic des grands enjeux de la biodiversité et de prioriser vraiment les actions. L'idée, c'est vraiment d'avoir des approches un peu macro, même si on est à l'échelle locale, mais sur ces enjeux de continuité, de restauration des craintes vertes.
Donc, vous voyez, hein, on aide l'animation d'études des travaux, pour partie acquisition foncière. On a des taux intéressants quand il y a des projets qui sont montés avec le FEDER, hein, puisqu'on peut aller jusqu'à 80%. Sinon, le taux, et le taux, par contre, il est peu de 60% pardon, l'acquisition foncière. L'acquisition foncière est plafonnée aussi à 10 000 €. Donc voilà, pour aller un petit peu plus dans ce dispositif-là. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre dispositif qui n'est pas géré par la direction. Peut-être, Mathilde, n'hésite pas à parler un petit peu plus fort, peut-être, parce que Pardon. certaines personnes n'entendent peut-être pas très bien. Je te remercie, désolé de t'avoir coupé. Désolée. Alors, un peu plus fort. Donc, les dispositifs précédents dont je vous ai parlé, ce sont des dispositifs qui sont donc gérés, comme le disait Pierre, là, par l'équipe du service biodiversité et territoire. Celui dont je vous parle là, il est géré par un autre service et une autre direction de la région, la direction de l'action territoriale. Mais je voulais vous en parler parce que, comme vous voyez, il y a quand même des liens avec des enjeux de biodiversité, puisqu'il permet de soutenir de la renaturation et de la désimperméabilisation. Donc, c'est pour ça que nous trouvons intéressant la proposition là, du webinaire de vous en parler. Donc, vous voyez, c'est des communes, des intercommunalités syndicales qui peuvent être éligibles, des actions de travaux essentiellement, hein, des travaux d'investissement. Là, je pense ils ne soutiendront pas le fonctionnement. Vous avez là les différentes grilles. Donc, c'est les communes de moins de 3 000 habitants hors métropole, avec un taux pas très élevé, mais quand même, hein, 20%, plafonné à 80 000 € max. Pour les bourgs-centres, qui sont aussi des communes qui sont identifiées par la région, le taux est un peu plus élevé, 25%, plafonné à 100 000. Et pour les quartiers politiques de la ville, 25% plafonnés à 100 000 € maximum. Sachant que ces projets-là, pour ces communes-là, je pense qu'il faut que les communes s'intègrent dans les contrats territoriaux Occitanie, les fameux CTO. Mais dans toutes les tas de causes, et c'est pour ça que je vous ai bien mis le contact sur la slide, et de toute manière, vous aurez les documents après, n'hésitez pas à contacter ma collègue, la Nathalie Ebalin, qui pourra vous en dire plus sur ce dispositif. Donc, ça me semble intéressant de vous présenter aujourd'hui, surtout que ça permettait aussi de faire des liens avec des communes qui ont pu porter des ABC ou des communes qui sont telles. Vous voyez, on s'était dit que ça pourrait être intéressant qu'elles sachent que la région propose ce type de soutien financier. Et après, je voulais vous faire un dernier petit focus. Je crois que c'était sur le budget participatif. Pierre, on a la slide. Voilà. Donc, vous savez, la région, là, depuis maintenant, ça va être le 3e là, budget participatif que l'on lance. Donc, cette année, il s'appelle Ma solution pour le climat et Ma solution pour l'alimentation. Mais je voulais vous en parler aussi aujourd'hui parce qu'il y a une petite spécificité, puisque comme vous voyez au début de la slide, il y a un focus sur auprès de mon arbre. Donc, tous les projets de revégétalisation, désimperméabilisation, de sanctuariser des espaces de biodiversité sont éligibles. Donc là, on vous invite, alors soit que je ne connais pas toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, mais ou à en parler autour de vous, parce que vous voyez, on a encore jusqu'au 16 août pour déposer des dossiers. Donc, il ne faut pas hésiter à postuler et à s'inscrire dans ce budget participatif. C'est aussi un moyen pour la région de soutenir des actions en faveur de la biodiversité et par là même de répondre à nouveaux défis de la stratégie régionale pour la biodiversité. Je vous remercie. Eh bien, merci Mathilde pour voilà, la présentation de tous ces dispositifs. Eh bien, écoutez, maintenant, on a une petite phase de questions, puisqu'on en a eu certaines dans le chat. J'invite ceux qui n'en ont pas encore posé et qui souhaiteraient le faire, d'aller dans l'onglet discussion. Vous mettez votre question dans le chat et puis nous, on la posera aux intervenants. Alors, du coup, je vais arrêter le partage, ce sera plus simple et je demanderai aux intervenants qui viennent d'intervenir de mettre leur caméra et d'activer leur micro. Donc, on a déjà plusieurs questions, peut-être commencer par celle concernant peut-être la région. Alors, Tu veux que je te fasse les remontées de questions? Je les ai notées au fur et à mesure, comme ça on pourra eh ben, si tu veux. faire les transitions. Alors, effectivement, Simon, tu as répondu pour les liens avec l'Europe là à Karine Saint-Hilaire de la Fédération régionale des chasseurs, et il y avait une question aussi qui relevait de précision des objectifs et des attendus de ce qu'on appelle nous le CEP, le conseiller en écologie partagée, qui est un des pans du projet Occitanie qui a été déposé au Live Biodiff France. Alors Pierre et Mathilde, est-ce que vous pouvez apporter ces précisions? Pierre, peut-être pour commencer. Oui, pas de souci. Alors, le conseiller en écologie partagée, donc ce sera donc
une personne qui va arriver notamment en appui de la région et du service biodiversité et territoire, et surtout de l'ensemble des directions de la région, pour les aider à mieux intégrer la biodiversité dans tout ce qui est projet opérationnel. La région porte la construction de lycées, de ports, de plein d'équipements. Et donc, du coup, ce CEP, du coup, interviendra en appui de ces personnes-là. Il aura aussi une deuxième mission, c'est d'animer un réseau des CEP, on va dire régionaux, puisque l'idée, c'est d'en faire aussi une sorte de modèle pour que d'autres collectivités puissent éventuellement embaucher ce type de profil. Donc, le réseau serait pour l'instant composé, en tout cas, des départements, des métropoles, communautés urbaines. Et est-ce que j'en oublie? Je crois que non. Voilà. Mais après, Mathilde, tu veux peut-être compléter par rapport aux conseillers en écologie partagée? Non, tu as dit déjà beaucoup de choses là. Donc, c'est un partenariat étroit ARB région. Et nous, notre enjeu, c'est effectivement de faire en sorte d'appuyer au maximum nos collègues qui font une fonction, on va dire, d'aménageurs à la région, pour la région de notre ouvrage, pour qu'on ait des projets les plus exemplaires possibles dans la prise en compte de la biodiversité. Donc, l'enjeu premier, il est là. Et le second, comme disait Pierre, c'est qu'après, diffuser toute cette expérience qu'on espère bénéfique et efficace. Alors, une Mathilde. question à Stéphane sur les aires terrestres éducatives et aires marines éducatives, à savoir quelle est la cible école, collège, donc quels sont les cycles concernés en fait par ces dispositifs. Pardon, je n'avais pas allumé mon micro. Du coup, c'est ouvert pour l'instant aux écoles, aux collèges et à titre expérimental encore cette année 2023 pour les lycées. Et après, il me semble que dans la question qui était passée par le chat, Oui. est-ce que c'était ouvert à une ou plusieurs écoles et elles se regrouper? En fait, c'est par projet, donc c'est par école. D'accord. S'il y a plusieurs écoles dans une commune, il y a plusieurs projets qui peuvent émerger à l'appel à projet. Et j'en profite juste pour préciser qu'il faut bien que ce soit le binôme enseignant, référent, qui soit demandeur, porteur et intéressé par le projet pour s'y lancer, parce que de retour d'expérience, sinon ça ne fonctionne pas. Autrement dit, si les collectivités sont intéressées par la mise en place de ces dispositifs sur leur territoire, il faut surtout veiller à ce que les enseignants et le référent qui l'accompagne soient moteurs et volontaires pour y aller. Merci. Merci. Alors, il y avait une question de Promologie, je crois, qui se demandait si les bailleurs sociaux étaient des bénéficiaires potentiels des dispositifs région. Et donc, il y a eu une réponse qui montre que ça s'adresse aux associations, notamment pour le dispositif 2, qui était pour des porteurs de projets régionaux sur la restauration, études restauration, je crois. Donc, s'adresse à des associations ayant pour objet la préservation du patrimoine naturel, les établissements publics ayant une compétence en matière d'environnement, dont les syndicats mixtes, donc les SIC et les SCOP. Donc voilà, qui ont pour objet la préservation du patrimoine. Et puis, il y avait une autre question concernant les SAFEN, les solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Est-ce que ça fait partie des types d'actions qui sont finançables ou pas? Donc là aussi, effectivement, il y aura peut-être via la présentation du fonds vert un petit encart là-dessus. Mais voilà, est-ce que la région souhaite répondre peut-être? Il y avait aussi sur le biomimétisme, Oui, SAFEN et biomimétisme, est-ce SAFEN que et c'était biomimétisme. des choses qui pourraient être financées? Région, OFB, où on attend les prochaines interventions et on reposera la question peut-être. Là, je ne suis pas sûre. On met de côté. Ouais, voilà. Bon, on met de côté. S'il y a vraiment des questions, de toute façon, qui nous demandent un peu plus de réflexion, on pourra aussi les reprendre et vous répondre via un fascicule, enfin voilà, avec quelque chose de plus détaillé qu'on vous enverra par mail, de toute façon. Stéphane, peut-être, j'ai entendu? Non, je croyais. Je pense que ça reviendra par la suite, mais côté DREAL et Agence de l'eau, mais les solutions d'adaptation fondées sur la nature, ils corrigeront, mais pleinement éligibles dans les dispositifs, en particulier Agence de l'eau, centrée plutôt eau et milieu aquatique. Et c'est des choses aussi que nous, on a pu financer dans des appels à projets MOB Biodive Restauration, pour ceux à qui ça parle, peut-être autour des caméras aujourd'hui. Donc potentiellement, ça peut revenir par la suite. Mais
Et tout ce qui est SAFEN aussi, tout ce qui est lié à la nature en ville, hein, forcément du coup pardon, le financement de la région là alors j'ai plus le titre territoire résilient, voilà, du coup couvre aussi ces éléments, hein. Donc effectivement les SAFEN, on est quand même sur des sujets assez larges, donc il y a plusieurs dispositifs qui peuvent aider à les financer. Pour le biomimétisme, peut-être que c'est un sujet aussi qu'il faudra aborder un jour, mais pour l'instant c'est peut-être pas le cas. Il y avait une Y dernière a-t-il petite d'autres question questions? Oui. peut-être sur les bénéficiaires justement, savoir si les dispositifs régionaux couvraient les communes hors métropole. Voilà. Alors, elle est dans le chat, la question? Je crois Oui, que c'était est-ce que oui. ça cible des communes qui sont hors métropole? Par rapport au dispositif que j'ai présenté, donc Oui, le oui. 4e, non, pas spécifiquement. Pas spécifiquement en métropole. Ça, c'était vraiment une spécificité de nos collègues de l'autre dispositif là, dont je vous ai parlé, qui s'appelle aménagement et aménagement et qualification environnementale d'espaces publics résilients, qui est géré par l'autre direction. C'est celui-là où c'est uniquement les communes hors métropole. En revanche, le dispositif que nous gérons, nous, là, au service de diversité territoire, préservation, restauration des traces vertes, bleues, noires, à l'échelle locale, là, ça peut être une interco qui est dans une métropole, il n'y a pas de souci. Enfin, une interco, pardon, une commune. OK, merci pour ces précisions. Est-ce que Cécile, il y a d'autres questions? Alors moi, je suis un peu aveugle là parce que j'ai plus accès, mais du Alors, coup, est-ce qu'il y en a d'autres? il y avait une question sur l'agroécologie et la biodiversité pour savoir quels seraient les dispositifs les plus adaptés. Et puis, une question aussi, savoir si les chercheurs et enseignants-chercheurs étaient éligibles à des financements. Donc, il y a 2 cibles là, à la fois les porteurs de projets agroécologie et puis les chercheurs, enseignants-chercheurs. Donc, financement sur la biodiversité, région OFB, est-ce que vous avez des éléments de réponse pour ces 2 types de potentiels bénéficiaires? Moi, je veux bien apporter un élément de réponse que vous pourrez d'ailleurs compléter, Pierre et Cécile. C'est-à-dire que cette question-là, elle a fait l'objet d'un webinaire très récemment sur comment associer le monde des collectivités et le monde agricole, et en particulier la transition agroécologique. Et quand on repense aussi au live Biodifrance dont parlait Simon précédemment, il y aura aussi des actions autour de ce sujet-là qui seront portées par ce live et qui permettront plus spécifiquement de répondre à la question qui est présentement posée. Juste de dire aussi que dans le cadre des ABC, ça peut être une action intéressante. Le dispositif peut permettre d'être associé à la collectivité qui porte le projet. Et je pense également, alors un dispositif, mais qui est pas hors, qui est hors des financements, c'est le dispositif territoire engagé pour la nature, où là aussi il y a des choses très intéressantes qui peuvent être développées dans ce cadre-là, agroécologie. Peut-être une réponse complémentaire et puis ensuite on va enchaîner? Peut-être je vois que Simon et Mathilde, allez-y et puis après on enchaînera sur la suite. Pour la question sur j'imagine quelqu'un qui doit être chercheur. N'hésite pas à parler fort Mathilde, effectivement on t'entend d'un peu loin. Alors Le- désolé s'il y a des collègues qui partagent ton bureau, mais c'est bon. Pour le collègue que j'imagine chercheur, là, sa question, les établissements de recherche en tant que tels ne sont pas éligibles à notre dispositif connaissance. En revanche, ce qui est éligible, c'est des partenariats avec d'autres types d'associations ou d'autres types d'établissements publics. Les partenariats avec des équipes de recherche, ça nous intéresse et ça, c'est éligible. Mais un établissement de recherche en tant que tel, ça ne sera pas éligible à notre dispositif sur l'amélioration des connaissances. OK, donc dispositif 1, c'est ça, hein? OK. Simon, peut-être un complément? Oui, sensiblement la même réponse que ce que vient d'amener Mathilde, et simplement un complément apporté sur tout ce que les chercheurs, ce à quoi les chercheurs peuvent émarger. À l'ARB, on a aussi l'habitude de faire passer dans le groupe d'interlocuteurs de la communauté recherche toutes les informations liées au financement. Ça nous vient parfois de l'échelle nationale, comme par exemple les appels à projets ou les appels à manifestation d'intérêt de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, dont l'ARB est membre de l'Assemblée des parties prenantes. Ça vient des fois aussi du régional, il faut mentionner, et je le fais aussi sous couvert de Mathilde, des initiatives qui peuvent venir de la direction de la recherche
et de l'enseignement supérieur de la région, qui, dans le cadre de partenariats, notamment avec les universités, à l'instar de Biodivoc, par exemple, peut aussi mettre en place un certain nombre de dispositifs et des financements qui sont du coup accessibles pour les chercheurs en matière de biodiversité en région. On sait que, par exemple, dans le cadre de Biodivoc, il y a eu des consortiums qui ont pu être financés ou des petites équipes de recherche qui ont été financées sur différents projets. Donc voilà, l'ARB est aussi là pour faire passer le message sur ces différents financements, qu'ils soient nationaux ou régionaux. Eh ben, merci beaucoup pour ces premières réponses aux questions. On va passer aux présentations suivantes. Si vous avez d'autres questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace discussion. Eh ben, je vais repartager mon écran et passer la parole à Frédéric Dantan, donc, qui est chef du département biodiversité à la direction de l'écologie à la DREAL Occitanie. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'ai un doute. Oui, ça a l'air d'être bon. Et eh ben, Frédéric, je te laisse la parole pour nous présenter le fond vert. Eh bien, bonjour tout le monde, merci. Je vais vous parler du fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, qu'on appelle de manière plus simple fonds vert, pour accélérer cette transition dans les territoires. C'est un fonds qui est issu de la loi de finances 2023, du projet de loi de finances 2023, qui est doté de 2 milliards d'euros, dont 200 millions pour la préservation de la biodiversité à l'échelle nationale. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site gouvernemental aide-territoire-beta.gouv.fr. Ce fonds comporte 13 mesures qui financent des actions sur la rénovation thermique, du covoiturage, des déchets, sur l'amélioration de la qualité de l'air, la gestion des risques, le foncier, l'éclairage public, et donc 2 mesures qui concernent la biodiversité. La première que je vais aborder très rapidement, parce que ce n'est pas un sujet d'implication de la DREAL, c'est le financement des solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la renaturation des villes et des villages. Donc oui, je confirme, c'est bien, on finance bien des solutions, des projets qui s'inscrivent dans les solutions fondées sur la nature au travers de cette mesure. C'est une mesure qui est dotée au niveau régional de 9 millions d'euros en Occitanie, qui permet des financements de renaturation des sols, des espaces urbains, comme les parcs, les jardins, la végétalisation des espaces publics, l'agriculture urbaine, des projets d'agriculture urbaine, mais également la gestion de l'eau, des milieux aquatiques également en ville et dans les villages, avec des restaurations de milieux aquatiques, des zones humides, mais aussi la végétalisation des espaces publics sur les toitures et les façades végétalisées. Cette mesure de renaturation des villes et des villages permet de financer des études, de l'ingénierie, mais également de l'investissement, des différents travaux à réaliser. Et les porteurs de projets éligibles sont prioritairement les collectivités territoriales, mais également les établissements publics et les bailleurs sociaux. Et puis la deuxième mesure qui concerne la préservation de la biodiversité, celle que je connais mieux et que je vais développer, celle qui s'appelle « Accompagner la stratégie nationale biodiversité 2030 ». Elle est dotée au niveau régional de 12,55 millions d'euros. Je vous rappelle qu'on avait connu ces dernières années, depuis 2020 jusqu'en 2023, le plan de relance avec des sous-mesures liées à la biodiversité pour lesquelles on avait une dotation régionale de 5 millions d'euros sur 3 ans. Là, vous voyez, c'est 12,55 millions d'euros sur une seule année. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette mesure accompagnement de la stratégie nationale biodiversité? On trouve des subventions pour l'animation, des subventions d'ingénierie, des financements d'études préalables à la conception des projets, mais également sur le suivi dans le temps de ces travaux et également des subventions d'investissement. Les porteurs de projets éligibles, mais c'est tout le monde, ou presque, c'est-à-dire c'est tout le monde sauf les services de l'État. Donc tous les autres acteurs sont éligibles à ces subventions. Parmi les thématiques des projets qui sont financés, on en trouve 4 qui ne recouvrent pas l'ensemble des champs de la stratégie nationale de biodiversité. Il n'y a notamment pas le sujet de la connaissance en tant que tel. La première thématique qui est financée au travers de cette mesure, c'est la mise en œuvre de la stratégie nationale pour les aires protégées. Vous savez qu'on a décliné la stratégie nationale pour les aires protégées en Occitanie avec le Conseil régional et avec l'aide de l'Agence régionale biodiversité en écrivant un plan d'action territorial. Donc, tout ce qui
qui constituent la mise en œuvre de ce plan d'action territorial est éligible à cette mesure, en particulier tout ce qui permet la création d'aires protégées sous protection forte. Deuxième thématique qui concerne cette mesure, c'est la protection des espèces qui bénéficient d'un plan national d'action. Donc là, on s'adresse à des espèces qui sont protégées, mais également en situation d'être menacées. Et parmi ces espèces à PNA, à plan national d'action, il y a notamment les pollinisateurs qui sont d'importance primordiale pour pouvoir continuer à produire des services écosystémiques gratuitement. Troisième thématique qu'on peut financer au travers de cette mesure accompagnement de la stratégie nationale biodiversité, c'est la réduction des pressions vis-à-vis des espèces exotiques envahissantes, vis-à-vis de la pollution des plastiques et vis-à-vis de la résorption des décharges, des retraits d'épaves. Et quatrième et dernière mesure qui constitue cette mesure stratégie nationale biodiversité, c'est la restauration écologique, la restauration des écosystèmes, la préservation des corridors, tout ce qui permet de résorber des obstacles à la continuité écologique, mais également des mouillages écologiques et la préservation de sols forestiers. Comment se passe l'instruction de ces demandes de subventions sur cette mesure accompagnement de la stratégie nationale biodiversité? Le préfet de région qui détient l'enveloppe régionale 12,55 millions d'euros a confié l'instruction globale de ces dossiers aux deux agences de l'eau, chacune sur son bassin, donc l'agence de l'eau Adour-Garonne pour la partie Adour-Garonne de l'Occitanie, et puis l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse pour le bassin Rhône-Méditerranée de la région Occitanie. Systématiquement, les avis des préfets et des DDT sont sollicités, et l'ADREAL, avec les deux agences de l'eau, instruit techniquement ces dossiers et propose de manière concertée les projets à financer au préfet de région qui, lui, valide ou pas les projets qu'on lui propose. Et enfin, la partie financière, les engagements, les paiements sont assurés par les deux agences de l'eau, chacune sur son bassin d'intervention. Donc, je vous l'ai dit, 12,55 millions d'euros pour la région Occitanie, c'est une enveloppe énorme. Hein. Je vous ai rappelé le montant du plan de relance sur la mesure biodiversité, c'est bien supérieur et c'est sur une seule année. À ce jour, on a eu 115 dossiers qui ont été déposés pour demander des financements, c'est-à-dire qu'il y a un énorme engouement sur cette mesure d'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité. Et l'ensemble des subventions sollicitées au titre de ces mesures sont supérieures à 13 millions d'euros, c'est-à-dire au-delà de l'enveloppe disponible du préfet de région. On a pu, avec les deux agences de l'eau, proposer 2 vagues de projets à faire valider par le préfet de région. Et au total, ce sont 55 projets qui sont dans 12 départements et à l'échelle régionale, pour un montant global de 8,5 millions d'euros qui ont pu être validés par le préfet de région, et ça représente un engagement global de 69% de l'enveloppe, 8,5 millions sur les 12,5 millions de dotation du préfet de région. Quand on regarde la répartition par département, on voit qu'il y a des projets financés sur les 2 premières vagues dans tous les départements, sauf dans le Tarn-et-Garonne. Mais il y en a à l'échelle régionale, c'est la barre de droite, la plus à droite, donc il y en a 14 projets qui sont financés à l'échelle pluridépartementale, donc potentiellement il y a des actions aussi qui sont financées dans le Tarn-et-Garonne, mais pas uniquement sur ce département. En termes de montants accordés par département, vous avez la répartition sur ce diagramme, et vous voyez que à l'échelle régionale, les financements, ce sont les financements les plus importants qui ont été accordés parce qu'il y avait déjà beaucoup de dossiers à l'échelle pluridépartementale et que ce sont les projets qui avaient sollicité la plus importante subvention. Et puis la répartition en fonction des thématiques. Alors là, c'est un peu tourné, mais ce n'est pas très grave. La thématique la plus sollicitée, c'est l'accompagnement de la stratégie nationale pour les aires protégées, qui représente 53% des engagements réalisés avec les 2 premières vagues. Vient ensuite la protection des espèces, puis la restauration écologique et enfin la réduction des pressions. Voilà, et dernière diapo pour vous indiquer que tous les dossiers doivent être déposés sur démarchesimplifiée.fr. Mais comme son nom l'indique, c'est relativement simple de déposer une demande de subvention
sur démarche simplifiée et que vous pouvez retrouver les cahiers d'accompagnement qui sont le guide d'éligibilité des porteurs de projets, le guide d'éligibilité des projets, sont disponibles sur le site aide-territoire-beta.gouv.fr et vous y retrouverez les 13 cahiers d'accompagnement du Fonds vert, du Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, dont le cahier d'accompagnement de la renaturation des villes et des villages et celui de l'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité. On passe aux questions, à la suite. Comment ça se passe, Pierre? Tu n'as pas ton micro ouvert, Pierre. Pardon, je parlais dans le vide. Non, pour préciser effectivement, Frédéric, qu'il y a quelques questions là qui ont émergé dans le chat. On répondra après les interventions des deux agences de l'eau. Voilà, on a un quart d'heure pour répondre aux questions. Si tu souhaites quand même aborder quelques éléments dans le chat, n'hésite pas. Mais du coup, puisque le temps passe et on est un tout petit peu en retard, on va passer la parole à Céline Mariouet-Joule, qui est chargée d'intervention espace rural donc à l'agence de l'eau à Dour-Garonne et qui va nous présenter les financements de l'agence de l'eau. Bonjour. Donc, je vais vous présenter les aides dans le cadre du 11e programme. Donc, le 11e programme qui est valable sur une période 2019-2024. Donc, on a comme objectif sur la partie gestion des milieux et écosystèmes, on a comme objectif donc prioritaire la structuration des acteurs locaux à l'échelle des bassins versants, c'est-à-dire ça va recouper toute la mise en place des syndicats mixtes de rivières, la structuration des syndicats à l'échelle à ces échelles-là, parce qu'en fait, ce sont ces échelles-là qu'on va privilégier, l'échelle du bassin versant. On va aussi accompagner donc tout ce qui est la mise en conformité par rapport aux objectifs de la directive cadre, donc l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le 3e objectif, c'est tout ce qui concerne la préservation de la biodiversité aquatique, des zones humides, les plans nationaux biodiversité, les territoires engagés sur la nature et les aspects poissons migrateurs. Alors, comme exemple d'intervention, qu'est-ce qu'on peut accompagner? Mais ce sont tous les programmes d'élaboration et de mise en œuvre des plans de gestion des cours d'eau. Donc, on détaillera tout à l'heure les contenus. Sur la continuité écologique aussi, donc tous les équipements ou les effacements des différents ouvrages en fonction des classements des cours d'eau. On verra aussi tout à l'heure dans la prochaine diapositive. Et puis, donc, sur l'aspect biodiversité, ce sont, par exemple, toutes les actions en faveur des zones humides et des espèces prioritaires, donc, que l'on verra aussi dans une des dernières diapositives. Donc, et pour tout cela, il y a une dotation annuelle d'environ 40 millions d'euros qui est prévue. Donc, un exemple là par rapport à la continuité écologique. Donc, dans le tableau, vous voyez notre dispositif. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais vous noterez qu'il y a deux colonnes pour les ouvrages qui sont situés sur les axes prioritaires, c'est-à-dire ceux qui sont classés en liste 2, et puis les autres ouvrages. Donc, dans tous les cas, par rapport aux aides de l'Agence de l'eau, on va chercher à promouvoir des opérations ambitieuses de restauration hydromorphologique, c'est-à-dire qu'on va prioriser sur des actions qui vont nous permettre de reconquérir la qualité, le bon fonctionnement des différents milieux. Donc, sur la continuité écologique, donc c'est le cas. Et on va aussi prioriser les actions collectives. Et donc là, je rentre un petit peu dans le détail par rapport à l'accompagnement des structures de bassin versant et l'organisation des acteurs locaux.
Donc, dans le cadre de notre programme, on propose un appui technique aux différents acteurs de terrain. Donc, on va pouvoir accompagner des études, tout ce qui est études de connaissances pour l'acquisition des connaissances, les diagnostics territoriaux, et puis aussi les aides, l'accompagnement par exemple sur des aspects juridiques. On peut accompagner les différentes missions qui sont remplies sur le terrain par les techniciens de rivière ou les techniciens en charge de la gestion des zones humides. Et puis, on peut également accompagner tout ce qui est acquisition foncière. Dans le cadre des programmes pluriannuels de gestion des cours d'eau, en fait, vous le voyez, on a un taux d'aide de base qui est 30%. Et puis, si les maîtres d'ouvrage respectent le principe de s'être organisés à la bonne échelle, c'est-à-dire à l'échelle des bassins versants, il y a une bonification de 20%, donc pour arriver à un taux d'aide de 50%. Donc, l'objectif, là, c'est l'objectif d'arriver au bon état écologique des cours d'eau. Donc, en fait, c'est qu'on vise, c'est l'hydromorphologie des cours d'eau. Donc, avec, depuis la gauche vers la droite, des opérations de plus en plus ambitieuses. Donc, sur de la gestion de la végétation, des ripisylves, la restauration de la ripisylve, ça peut être par exemple des opérations de replantation. On va accompagner aussi les actions qui concernent le lit de la rivière avec de la diversification des écoulements, par exemple de la recharge sédimentaire. On va travailler aussi dans le lit, dans les lits mineurs, avec les différents maîtres d'ouvrage. Et ça peut aussi s'éloigner du lit principal de la rivière et puis remonter dans les bassins versants. Et donc, on va aussi travailler sur des opérations, par exemple, de mise en défense des berges, quand il faut protéger les berges, par exemple, de la proximité avec le bétail. Et puis, on va travailler aussi sur la continuité écologique, la continuité longitudinale sur les petits ouvrages. Par exemple, enlever les buses qui font obstacle à l'écoulement ou qui créent des modifications des différents écoulements. Pour continuer donc sur ces programmes d'action, on sort du lit mineur et on s'intéresse de plus en plus donc au lit majeur et à l'échelle du bassin versant. En fait, on va pouvoir aussi intervenir sur tout ce qui concerne le ralentissement au sein des lits majeurs. Donc, toujours avec les mêmes taux d'aide, 30% ou 50% si les opérations sont réalisées à la bonne échelle. Sur le ralentissement des écoulements au sein des lits majeurs, ça rejoint les questions qu'il y a eu tout à l'heure qui concernaient les solutions fondées sur la nature, par exemple. Donc, ce sont des actions que nous pouvons prendre en compte dans le cadre des programmes pluriannuels des syndicats de rivière. On va prendre en compte aussi les travaux qui concernent la continuité latérale entre le lit mineur et le lit majeur, c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne la reconquête des zones d'expansion de crues. Donc, tout ça pour améliorer le fonctionnement des cours d'eau, par exemple, reconnecter le lit à la nappe alluviale. La gestion des zones humides riveraines des cours d'eau, donc bien sûr, est éligible aux aides de l'Agence de l'eau. Et donc, tous les aménagements de bassins versants, par exemple, ça peut être des plantations de haies pour faire du ralentissement dynamique, jouer le rôle de peigne par rapport aux enjeux inondations. Tout ça, ça peut être éligible. Alors aussi avoir dans le cadre des programmes du type PDRR. Et puis donc, par rapport typiquement aux enjeux biodiversité, pour les aspects zones humides, on va pouvoir prendre en compte vraiment la restauration et les travaux de gestion d'entretien des zones humides, donc à un taux de 50% aussi. La gestion, la régulation aussi des espèces indésirables qui peut rentrer en ligne de compte.
tout ce qui est travaux qui permettent de maintenir des conditions hydrauliques ou hydrogéologiques favorables. Par exemple, des aménagements de clapets, boucher des drains, ce genre de travaux peut être éligible. Tout ce qui est équipement pour la gestion du site et les aménagements écologiques aussi qui sont également éligibles. Donc, en fait, j'ai terminé, mais j'ai vu que tout à l'heure, il y avait beaucoup de questions aussi sur d'autres aspects que je n'avais pas prévus dans ma présentation. Donc, les solutions fondées sur la nature. Donc, on peut effectivement élargir la présentation des aides de l'agence aux domaines que sont l'agroécologie. On peut accompagner tout ce qui est accompagnement technique, sensibilisation, formation à l'agroécologie. La désimperméabilisation, j'ai vu qu'il y avait des questions qui concernent la désimperméabilisation des cours d'école. Donc, oui, l'agence de l'eau peut aussi accompagner, en complément du fonds vert, les collectivités sur de la désimperméabilisation. Alors, je dis les collectivités parce que malheureusement, pour le moment, les opérateurs privés ne sont pas éligibles sur la désimperméabilisation. Voilà, donc tout ce qui est solution fondée sur la nature, c'est vraiment entrer dans le vocabulaire de l'agence de l'eau. Et donc, on va aussi beaucoup travailler, par exemple, dans le cadre des PAT, les plans alimentaires territoriaux que portent les collectivités sur ces aspects-là. Et travailler sur la ressource, c'est tout à fait aussi dans nos nouvelles priorités. Merci beaucoup pour tous ces compléments. Puis du coup, la réponse à pas mal de questions qui étaient dans les discussions. Donc, on voit qu'il y a des liens et donc des compléments entre les financements. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais donner la parole à Élise Garcia, qui est chef du service territorial Cévennes Languedoc, à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Alors, on a à peu près 10 minutes de retard sur notre programme. Je sais qu'il y a une petite vidéo, peut-être qu'on va peut-être pas la diffuser maintenant, et du coup, vous pourrez la reconsulter. C'est une vidéo qui est très bien faite. Je suis désolé, elle dure 4 minutes, mais là, on va être un petit peu en retard sur le timing. C'est à vous, du coup, Élise. Oui, bonjour, Désolé. bonjour à tous. Donc, Élise Garcia, l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Moi, je vais vous présenter un peu globalement l'intervention de l'agence sur la biodiversité et un peu plus spécifiquement l'appel à projet qu'on propose chaque année sur l'eau et la biodiversité. Donc, historiquement, les agences de l'eau, elles font de la biodiversité à travers la préservation et la restauration des milieux aquatiques, car des habitats fonctionnels et en bon état permettent le retour de la biodiversité. Et puis, on est depuis la directive cadre sur l'eau avec des paramètres du bon état qui reposent sur des paramètres de biodiversité. Donc, j'ai envie de dire, ça fait longtemps que les agences de l'eau travaillent pour le bon état et quelque part pour la biodiversité. Il y a quelque chose qui a évolué quand même en 2016 avec la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, avec le fait d'étendre le champ de compétences de l'agence de manière un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus directe à la biodiversité terrestre et marine. Et ça a conduit l'agence de l'eau à développer des appels à projets qui s'appellent donc les appels à projets eau et biodiversité. Dans le cadre, donc ça a démarré en 2018, mais ça s'est vraiment intégré au 11e programme, donc au programme 2019-2024, où chaque année, vous avez un appel à projet eau et biodiversité. Et ça s'est également traduit pour l'agence de l'eau par la définition et la mise en place du concept de trame turquoise. Donc, qui a permis de définir un peu le champ d'intervention de l'agence, c'est-à-dire où est-ce qu'on s'arrêtait entre les milieux aquatiques et les milieux secs, si je peux l'exprimer ainsi. Alors donc, vous avez
une petite vidéo. Donc, vous ne verrez pas, c'est à la fin. Vous pourrez voir peut-être plus tard. Je ne sais pas quand sera diffusé le PPT, mais je vous invite à aller la regarder puisque cette vidéo vous expliquera, elle est très pédagogique, vous pourrez la réutiliser ensuite, hein, et elle explique bien ce concept de trame turquoise et l'enjeu à agir sur la biodiversité. Donc, la trame turquoise, c'est un périmètre fonctionnel, hein, c'est un espace géographique qui permet de connecter la trame bleue et la trame verte. Et donc, en fait, c'est l'espace qui permet aux espèces inféodées à l'eau, puisqu'on est l'agence de l'eau, donc il faut bien qu'on parte en lien très fort avec l'eau, donc qui permet aux espèces inféodées à l'eau d'accomplir l'intégralité de leur cycle de vie. Et pour accomplir l'intégralité de leur cycle de vie, eh bien, elles ont besoin de sortir de la trame bleue stricto sensu. Et c'est ce concept-là, et c'est à l'échelle de cette notion de trame turquoise que l'Agence de l'eau intervient dans le cadre de ses appels à projets eau et biodiversité. Donc, si on passe à ces appels à projets, donc il y en a un chaque année, dont l'objectif est la reconquête des habitats et des continuités au sein de la trame turquoise. On peut y aider les études et les travaux au sens large. En fait, donc on a fait 55 millions à l'échelle du programme, ce qui se traduit en fait par une enveloppe annuelle d'appel à projet de 10 millions d'euros, avec un taux de subvention de 70%. Globalement, c'est une enveloppe qu'on ne consomme pas. Donc, sachez-le, n'hésitez pas à développer, à déposer des projets sur la trame turquoise, hein. On attend vraiment et on souhaite pouvoir accompagner beaucoup plus de projets que ce qu'on le fait aujourd'hui. On n'a pas de limitation financière à ce jour. Les dossiers sont examinés dans le cadre d'un jury régional, c'est-à-dire que l'agence a souhaité s'entourer de partenaires qui viennent aussi de la biodiversité pour travailler sur ce concept eau et biodiversité. Donc l'ADREAL, la région, l'OFB, l'ARB et les départements. Et chaque année, en fait, l'appel à projet, il s'ouvre le 1er novembre et les candidatures se clôturent le 30 avril pour ensuite un examen des dossiers en juin et un vote des aides sur la fin de l'année. Donc là, le prochain appel à projet sera présenté à notre conseil d'administration au mois d'octobre pour être ouvert au 1er novembre. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter puisqu'on voit si on est quelque chose qui est un peu quand même plus ou moins du fil de l'eau pour tous ces projets. Enfin, une dernière diapo sur les marathons de la biodiversité. Donc, en fait, c'est une marque que l'Agence de l'eau a développée en 2018 pour booster la mise en œuvre des infrastructures agroécologiques à une échelle territoriale cohérente qui permettent un maillage en fait de milieux et qui permettent de se fixer un objectif. Alors, l'idée n'est pas forcément de faire 42 km de haies et 42 mares, mais le concept, c'est de se fixer une ambition en termes de haies et de mares. Donc, on peut faire 10 km de haies, 10 km de mares. Et le fait d'être labellisé marathon de la biodiversité permet de bénéficier d'un accompagnement spécifique en termes de communication et de valorisation par l'agence de ces démarches. Donc, les projets marathon de la biodiversité, en fait, ils sont à déposer dans le cadre de l'appel à projet eau et biodiversité. En fait, c'est une labellisation qui est complètement intégrée à l'appel à projet eau et biodiversité que je viens de vous présenter. Voilà, j'en ai terminé. Eh bien, merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions. Il y en a pas mal. Alors, je suis désolé, on aura certainement un tout petit peu de retard. On aura peut-être 5 minutes de retard. Mais du coup, on a pas mal de questions. Cécile, si tu veux éventuellement prendre le relais, je vais arrêter le partage. Pour qu'on puisse, Ok.
Alors, il y a des questions concernant le fonds vert, notamment, avec des questions qui concernent la protection des espèces hors PNA, par exemple sur des zones d'intérêt en zone Natura 2000, des zones de nidification. Est-ce que donc des espèces des oiseaux dans ces zones-là sont éligibles? Et puis après, il y a une autre question sur le délai d'instruction du fonds vert dès lors qu'un dossier est déposé sur démarche simplifiée. Donc, Frédéric, je te laisse la parole pour ces 2 questions. Alors, sur l'éligibilité de la thématique espèces menacées, qui sont regroupées par espèces bénéficiant d'un plan national d'action, alors c'est strictement ces espèces APNA qui sont visées par cette mesure, mais pas tout à fait. Il y a des exceptions. Alors, les espèces APNA, il y en a qui sont bien connues parce qu'elles sont de très forte responsabilité en région occitanie, comme le lek de Bonany, le Desmond des Pyrénées. Donc ça, on les a bien en tête. Mais il y en a également, parmi les espèces qu'on peut financer au travers de cette mesure, il y en a qui sont dans des stratégies qui équivalent à des plans nationaux d'action. Notamment les espèces amphihalines qui ne sont pas strictement protégées ni menacées, mais bénéficient d'un plan d'action qui peut se rapprocher d'un plan national d'action d'espèces menacées. Je citerai l'exemple aussi du grand tétras, dont on a une forte responsabilité en région Occitanie par la population qui reste dans les Pyrénées. C'est quasiment la dernière population française de grand tétras. C'est une espèce qui est chassée, et donc du coup qui n'est pas protégée et qui est encore moins menacée. Et pour autant, il y a une stratégie nationale de préservation du grand tétras qui équivaut à un PNA. Donc en dehors de ces exceptions, c'est quand même ces espèces à PNA qui sont ciblées. Sur les délais d'instruction, alors il n'y a pas de délai fixe, hein, on n'a pas de règles strictes pour dire qu'on instruit dans tel délai. Tout dépend déjà de la constitution du dossier. S'il y a besoin de demander qu'il soit complété ou porteur de projet, ça va rallonger le délai. Mais globalement, je peux dire qu'on instruit dans un délai entre 1 mois et 2 mois, puisqu'il faut qu'on aille chercher quand même des avis. Je vous ai parlé de l'avis du préfet, l'avis de la DDT. Et puis régulièrement, on va chercher aussi des avis d'experts auprès d'autres structures. Et le temps de réaliser la complétude du dossier, mais également de solliciter les différents avis, c'est jusqu'à 2 mois d'instruction maximum pour obtenir tout ça et donc pour instruire ces dossiers. Il y a une question complémentaire aussi sur l'instruction des dossiers avec une interrogation à savoir, puisque le taux de consommation de l'enveloppe est intéressant est déjà important, est-ce que c'est terminé pour le dépôt 2023 et est-ce qu'il y aura du fonds vert en 2024 ? Alors, oui, c'est pas tout à fait terminé parce qu'on n'en est qu'à 69% globalement sur les 2 agences de l'eau, sur les 2 bassins. On est à 69% d'engagement. Ça veut dire qu'il reste 31% qui ne sont pas encore engagés. Mais je vous ai dit aussi qu'il y avait déjà un stock de dossiers déposés aujourd'hui, 115, avec lesquels on est en capacité d'absorber la totalité de la dotation existante. Donc, effectivement, il y a un risque aujourd'hui, quand un porteur de projet dépose un dossier, que quand il va être instruit, l'enveloppe sera déjà totalement épuisée. On a d'autres vagues de validation, je vous en ai cité les 2 premières. Tous les mois, on peut solliciter le préfet de région pour lui proposer de nouveaux dossiers à valider. Donc, j'imagine qu'assez rapidement, d'ici septembre, octobre, on aura épuisé totalement la dotation. Donc, il y a un certain risque aujourd'hui, quand un dossier n'est pas encore déposé, à ce qu'il ne soit, même s'il est éligible, il ne puisse pas bénéficier d'une enveloppe fonds vert sur 2023. Pour 2024, et les années suivantes. Alors, il y a des bons signaux qui laissent entendre qu'on va avoir une continuité de ce dispositif fonds vert pour les années 2024 jusqu'à 2027 pour couvrir l'ensemble du quinquennat. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de garantie. Je vous rappelle que le fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires, le fonds vert, a été voté au travers du projet de loi de finances 2023. Donc, attendons le projet de loi de finances 2024 pour savoir exactement de quoi il retourne. Merci.
J'enchaîne sur d'autres questions autour des financements de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée avec les internautes qui demandent s'il y a une base de données sur la trame turquoise et si trame turquoise égale zone d'expansion de crue. Et puis enfin, quels sont les bénéficiaires de l'appel à projet? Est-ce qu'il s'agit que des collectivités? Et pour terminer, y a-t-il une obligation d'avoir des objectifs chiffrés pour le label Marathon de la biodiversité, tant de kilomètres ou tant de haies? Voilà. Et peut-il s'agir uniquement de plantation de haies et pas mares et haies en même temps? Merci Élise, ça fait beaucoup de questions. J'espère que tu es en train de tout noter. Je vais essayer. Donc en fait, pour la trame turquoise, c'était vraiment comment dire, c'est vraiment un concept et une zone géographique qui est à définir au cas par cas et selon l'espèce que l'on vise. L'idée, c'est bien de prendre une espèce inféodée au milieu aquatique, qui a une partie de son cycle de vie en lien avec un cours d'eau et une zone humide, mais qui va avoir besoin qui a besoin de se déplacer et de pouvoir accéder à d'autres espaces. Et à ce titre-là, cette zone géographique, elle peut être constituée à la fois d'espaces humides, mais aussi d'espaces secs. Et donc, on va pouvoir intervenir. En fait, la trame turquoise, ça va être quelque part l'enveloppe, cet espace fonctionnel qui permet à l'espèce d'accomplir l'ensemble de ses cycles de vie. Donc, il n'y a pas de trame turquoise, enfin, il n'y a pas une force. Du coup, il n'y a pas une définition, j'ai envie de dire, pleine et entière un zonage qui serait déjà préétabli. C'est bien à chaque porteur de projet de démontrer en quoi son projet va permettre de restaurer une des fonctionnalités de cette trame turquoise. Mais vraiment, l'enjeu, c'était de dire, ne nous limitons pas à la continuité, par exemple, sur un cours d'eau, parce que ça, l'Agence de l'eau, elle l'aide au titre de sa politique en lien avec la politique strictement de l'eau. L'idée dans l'appel à projet de biodiversité, eau et biodiversité, c'est bien de sortir un peu de ces enjeux strictement eau. Et vraiment, je vous suggère d'aller voir le petit film parce que vous verrez que, par exemple, on peut s'intéresser à la chauve-souris, on peut s'intéresser aux petites mascottes, c'est une tortue. On peut prendre des tas d'espèces qui vont avoir besoin de passer d'un espace à l'autre. Et donc, dans le cadre de la restauration de la trame turquoise, on peut accompagner beaucoup de choses diverses et variées. Donc, ça dépasse vraiment les concepts qu'on a habituellement dans le domaine de l'eau, que ce soit zone d'expansion de crue ou autre. Pour le marathon, du coup, Alors, sur par les rapport aux marathons, haies, en notamment. fait, oui, on attend des chiffres ronds. C'est plutôt ça l'idée du marathon. Et l'idée, c'est bien qu'il y ait et des mares et des haies. C'est D'accord. bien qu'il y ait les deux, Il faut les deux. qu'il y ait les deux. Et par rapport aux bénéficiaires, donc les bénéficiaires de l'appel à projet eau et biodiversité, ça peut être aussi bien les collectivités, leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics. Ça peut être tout ce qui est établissement public de l'État au sens, par exemple, parcs nationaux. Ça peut être les conservatoires du littoral, les conservatoires botaniques, les associations, les conservatoires d'espèces naturelles, les associations de protection de la nature, les fédérations de chasseurs de pêche. On peut également avoir des industriels, des fondations privées ou des organismes consulaires. Donc, on est vraiment sur une éligibilité très large qui s'adresse, voilà, on va dire à des acteurs que l'agence a l'habitude de côtoyer. Mais cet appel à projet, il nous permet aussi d'aller à la rencontre d'acteurs qu'on côtoie moins dans la politique de l'eau. Merci. On va peut-être prendre une dernière question, sinon on va un peu trop déborder, quitte à ce qu'on réponde plus tard, peut-être dans un format complémentaire.
Du coup, je me tourne vers l'agence de l'eau à Dour-Garonne parce qu'il y avait une question d'une commune qui est sur ce bassin-là, à savoir si les agences peuvent aider à la déclaration de lac. Là, en l'occurrence, c'est le cas d'un lac réalisé avant 92 et à son réaménagement. Donc, dans ce type de cas, quels sont les appuis de l'agence? C'est un cas particulier qui s'étudiera à part. Je n'ai pas de solution directe là, dans ce cas-là. Il faut prendre contact avec nos équipes. Alors, suivant où se trouve la commune, soit la délégation de Rodez, soit les équipes de Toulouse ou Pau. Ok, merci beaucoup. Alors, s'il reste des petites questions, bien évidemment, on essaiera de les traiter avec les différents intervenants et vous aurez tout simplement un document PDF où on répondra aux questions auxquelles on n'a pas répondu en séance. Je suis désolé, on est un peu pris par le temps et on ne veut pas non plus que vous partiez trop tard. Eh bien, écoutez, on va passer du coup à une interview, celle de Céline Meignier, qui est adjointe à environnement et urbanisme, pardon, à la mairie d'Alzonne. Alors, si je ne repartage pas mon écran, ça ne va pas marcher. Voilà. Pour la localisation notamment de la mairie d'Alzonne. Et du coup, je vais vous demander, Céline, du coup, d'activer votre micro et Ça votre y est, c'est caméra. fait normalement. Voilà, donc du coup, vous avez bénéficié finalement de pas mal, j'allais dire. Non, d'un bon début de financement. Il y en aura sans doute encore plein d'autres. J'espère. Voilà. Du coup, c'est peut-être pour nous parler déjà des financements que vous avez eus et savoir déjà la facilité peut-être ou pas que vous avez eu à les avoir. Quel type de projet vous avez financé, depuis quand? Enfin voilà, vous nous parliez déjà des Ok. différents financements auxquels vous Alors, avez juste un pu. petit point pour situer Alzone. Voilà, nous, on est une commune de 1500 habitants qui est située dans l'Aude, un petit peu à la confluence, on va dire, des influences océaniques et méditerranéennes, ce qui fait qu'on a un territoire un petit peu spécifique. Donc, les premiers financements qu'on a eus, c'est des financements pour l'Atlas de la biodiversité communale. Donc, vous l'avez dit, moi, je suis adjointe à l'urbanisme et à l'environnement et on avait pour objectif de refaire le PLU. Donc, en cherchant un petit peu des infos sur les PLU, parce que ce n'est pas mon cœur de métier à la base, l'urbanisme, voilà, j'ai regardé un petit peu les fiches du CEREMA, j'ai fouillé un petit peu sur Internet et je suis tombée sur les atlas de la biodiversité communale et l'intérêt d'en faire lorsqu'on refaisait un plan local d'urbanisme. Il faut savoir aussi que notre commune, en fait, elle est en zone Natura 2000 et elle fait partie des espaces naturels et sensibles du département de l'Aude. Du coup, j'ai appelé l'animateur Natura 2000, l'animatrice, et je lui ai demandé un petit peu des renseignements là-dessus. Elle y voyait un intérêt, moi aussi, et j'ai fouillé un petit peu, encore une fois, sur Internet, et j'ai trouvé l'appel à projet et tout ce qu'il fallait remplir. Alors, quand on fouille un petit peu pour remplir l'appel à projet, c'est pas simple. Voilà, c'est pas quelque chose qui se fait en une semaine. Il faut un petit peu de temps. Il faut réfléchir à ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut développer. Donc, nous, on est parti sur des trames vertes, bleues, turquoises et noires. Et j'ai fait appel à des associations qui m'ont aidé un petit peu à rédiger l'appel à projet. Et j'ai aussi contacté, je le remercie d'ailleurs, il est là, Monsieur Lefebvre de l'OFB, qui m'a aussi un petit peu guidé dans ce qui était attendu et qui m'a donné aussi des contacts d'autres communes qui avaient déjà postulé et obtenu des financements. Et c'est un petit peu comme ça, par réseau, que j'ai réussi à monter mon appel à projet. Donc, il ne faut ça, pas hésiter à passer des coups de fil, c'est ça. voilà, et se faire accompagner sur le sujet, du coup. Et pas hésiter à contacter d'autres communes qui ont eu des financements parce que vraiment, ça part de là et c'est un bon réseau, quoi. Ça aide, ouais, bien. Voilà. Donc là, on a eu un financement de 80%. Le budget était petit, on est une petite commune, c'était un budget total de 23 000 €, mais financé à 80% par l'OFB. Donc l'ABC, il a démarré en 2021, là il arrive à son terme. Et puis la suite un petit peu logique, là-dedans, c'était de partir sur une aire terrestre éducative. Donc on a rencontré l'école. Alors comme on est en zone Natura 2000, ils avaient déjà eu des sensibilisations et par Natura 2000 et dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité. Donc ça a été assez facile en fait de les convaincre. Voilà, ils étaient déjà partie prenante de se lancer dans les aires terrestres éducatives. Et du coup, ils ont monté avec notre aide et un intervenant, une association spécifique, ils ont monté un dossier l'an dernier et c'est pareil, ils ont obtenu les financements de l'OFB. Voilà. Et en parallèle, nous, on est labellisé territoire engagé pour la nature, donc on n'a pas récupéré de financement, mais on est labellisé TEN, voilà, depuis 2021.
OK, beh, félicitations et Merci. du coup, donc je comprends que si on met le pied finalement, enfin, voilà, une fois qu'on a un premier financement, ça ouvre pas mal de portes pour les autres, ça fait faire du réseau, enfin, voilà, du coup, enfin, ce que j'en L'intérêt, comprends voilà, de l'intérêt d'avoir le premier financement, c'est de rentrer en réseau et de pouvoir bénéficier, par exemple, voilà, de webinaires, hein, où on rencontre tout un tas de choses, où on a plein de ressources documentaires, hein, et c'est vraiment l'intérêt de ça, quoi. Ce qui est le plus dur, c'est aller chercher le premier financement et rentrer la première fois dans le réseau. Après, c'est beaucoup plus facile. d'accord. Voilà. Bon et par rapport à ça, est-ce que vous avez été accompagné, j'imagine, pour monter vos dossiers, des associations peut-être ou d'autres personnes ou finalement vous Alors, l'avez fait seul? Comment ça se passe? Ou même pour mener alors, à bien vos projets d'ailleurs? ouais, j'ai été accompagnée, donc je vous dis, pour l'ABC, un petit peu par l'OFB qui m'a indiqué ce qui était un petit peu attendu, d'autres communes. Après, j'ai fait appel à l'animatrice Natura 2000 qui est venue relire ce que j'avais fait et préciser certains points. J'ai fait appel aussi à l'animateur départemental sur les espaces naturels et sensibles, pareil, qui m'a guidé un petit peu. Et les associations que j'avais déjà pressenties pour travailler sur l'ABC, avec qui on avait déjà travaillé sur d'autres projets, qui elles aussi m'ont fait un petit peu la partie, on va dire, technique, quoi, hein, sur les différentes OK. actions qu'on allait regarder et ce qui était intéressant pour notre commune. Voilà. D'accord, donc quand même pas besoin de se renseigner à gauche, à droite sur les territoires pour se faire Oui, accompagner. oui. Je rappelle, alors juste par rapport je suis désolé, je fais un petit peu de pub aussi pour ce qu'on a sur notre site internet, Ouais, mais qu'on a on a un annuaire. Donc vous pouvez aussi, si vous cherchez, bah, notamment des associations, des bureaux d'études, ce genre de choses, il y a toujours un annuaire qui est sur le site de l'ARB. Par rapport à ça, sur la communication, oui, vous disiez, est-ce qu'aujourd'hui, ces financements, vous trouvez que enfin, voilà, est-ce qu'il faudrait améliorer un peu la communication, sur le sujet ou pas par rapport à votre propre expérience, hein? Il n'y a pas de bonne ou de oui, mauvaise oui, réponse. non, non, ouais. Moi, ça a été difficile au départ pour moi, voilà, de trouver. Je suis tombée par hasard, en fait, hein, sur les financements OFB, notamment de l'Atlas de la biodiversité communale. C'est vraiment en fouillant sur Internet. Donc, je pense que quand on est dans les réseaux, tout va bien, voilà. Mais moi, j'étais nouvelle adjointe à l'environnement. Ça a été, voilà, il faut aller fouiller, et c'est un petit peu compliqué. Donc, la diffusion, elle n'est peut-être pas très, très large. Elle est très bien dans les réseaux, mais peut-être faire plus large. Alors, c'est pas facile, hein, parce que les mairies, on reçoit des tonnes de mails. Donc, il y en a qui passent à la trappe, mais ouais, une communication un peu plus large, je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc peut-être des relais plus locaux, peut-être essayer Oui, enfin voilà, bon, je dis ça ouais, après, c'est pas forcément simple à mettre en place, mais non. OK, on entend bien. D'accord. OK, parfait. Beh, écoutez, J'ai juste un petit oui, retour, beh, moi, allez-y. ouais, sur le fond vert, puisque nous, on a essayé enfin, on a postulé sur le fond vert, là, sur la renaturation des villes. Je trouve que les dossiers sont très, 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 très durs à remplir. Voilà, je trouve que le niveau de ce qui est demandé pour une petite collectivité comme la nôtre, hein, qui est 2500 habitants, franchement, c'est pas simple, quoi. Et ça mériterait d'être, je pense, un petit peu allégé. Alors, je comprends, hein, qu'on demande tout un tas de garanties, c'est normal, d'indicateurs, de suivi, mais honnêtement, des fois, ça paraît un peu abstrait quand on est voilà, dans le cœur et dans le dur, et je trouve que c'est assez compliqué pour une petite commune. Voilà, je voulais le dire. Mais vous avez raison, il faut passer des messages aussi. Je Voilà. pense que ça a été entendu. Beh, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Bonne continuation aussi pour toutes les Merci. actions que vous menez et encore, bravo donc du coup à votre commune, l'ensemble des élus pour faire tout ça. On va conclure ce webinaire, du coup pour vous représenter, des choses dont Simon, vous a parlé, en préambule, mais quand même vous dire, que l'ensemble des informations sur les financements sont disponibles sur le site internet de l'ARB Occitanie. Donc, vous le voyez à l'écran, c'est dans l'onglet Être accompagné, les outils financiers. Alors, pour l'instant, c'est sur notre site internet actuel. Comme Simon vous l'a dit, on va avoir un futur site internet, mais ce sera encore plus simple de trouver l'information et vous aurez toujours ces outils financiers. Par rapport à ça, donc là, on a beaucoup parlé d'outils financiers publics qui sont portés par les membres du comité des financeurs, mais vous retrouverez aussi d'autres financements, des fonds privés aussi, ce genre de choses. Alors, avec les équipes techniques de l'ARB, on essaye de les mettre à jour via aussi les réseaux, hein, les partenaires, les associations qui nous font remonter des éléments. Si vous avez connaissance d'appels à projets de financement qui ne sont pas sur ce site, n'hésitez surtout pas à nous les faire remonter soit par mail, sur LinkedIn ou autre, pour qu'on puisse transmettre l'information à tous. Donc voilà, un outil qui est normalement le plus mis à jour possible et où vous pouvez retrouver un peu on va dire presque en temps réel, l'ensemble des financements sur la biodiversité.
Et vous dire aussi qu'on a forcément les réseaux LinkedIn et Facebook, où généralement, surtout sur LinkedIn, on met cette information dès qu'on l'a, elle est sur LinkedIn. Je crois qu'aujourd'hui, on a mis un financement en ligne sur notre page. Une chaîne YouTube qui vous permettra de revoir aussi tous les webinaires. Donc, il commence à y en avoir quelques-uns qu'on a pu mettre en place ces derniers temps. Et tout simplement, maintenant, vous souhaitez un très bel été et puis surtout de se retrouver à l'automne, très certainement pour parler de l'extinction de l'éclairage public, le prochain webinaire. Donc, un grand merci à toutes et à tous, aux intervenants. Et si on a des questions auxquelles on n'a pas forcément eu le temps de répondre, on prendra le temps de le faire via un document ad hoc que vous pourrez télécharger. Tout le contenu vous sera envoyé d'ici la semaine prochaine. Vous recevrez ça soit sur vos boîtes mail ou ce sera disponible sur le site internet de l'ARB. Eh bien, merci à tous. Très bonne fin de journée, puis bel été. Au revoir.